Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des coulisses de l'info, le Focus. Cet été, on avait rencontré le chef du service police-justice de France Info et aujourd'hui pour ce nouvel épisode, on va s'intéresser au journalisme d'investigation. Pour cela, je suis avec Marie Dupin. Salut Marie. Salut Margot. Est-ce que pour nous, tu peux te présenter s'il te plaît? Je suis Marie Dupin, je suis journaliste. Tous les matins, je présente une chronique dans la matinale de France Info et en parallèle, je réalise des enquêtes pour la cellule investigation de Radio France et pour France Info. Et ce qui est formidable avec cette cellule, c'est sa transversalité, c'est-à-dire que quand on va sortir une enquête, eh bien cette enquête va sortir sur toutes les antennes de Radio France, donc France Info, France Inter, France Culture, France Bleu. Et ça, c'est absolument formidable parce que quand on a sué sang et eau sur une enquête pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, on est très content, on a envie que cette enquête ait de l'impact. Grâce au potentiel et aux nombreuses antennes de Radio France, on va toucher énormément d'auditeurs. Et c'est vraiment ce qu'il y a de formidable avec cette cellule. Pour aujourd'hui, on va écouter plusieurs extraits de tes enquêtes que tu as sorties et puis tu vas nous raconter un peu les coulisses, comment on travaille justement à ces révélations. C'est effectivement une vaste affaire de tromperie des consommateurs, les consommateurs français qui sont très nombreux à nous écouter et à acheter de l'eau en bouteille. Eh bien, ces consommateurs, ils ne le savaient pas jusqu'à présent, ils vont le savoir désormais. Eh bien, ils dépensent des sommes considérables pour acheter de l'eau en bouteille qu'ils croient meilleure pour la santé, plus pure et qui est en fait traitée exactement comme l'eau du robinet avec le même type de traitement. Alors, ça peut être des traitements à base de charbon actif, des filtres UV, des filtres qui ont des capacités de filtration très supérieures à celles qui sont tolérées. Est-ce que tu peux nous récapituler en quelques mots justement cette affaire de ce qu'on appelle l'eau en bouteille? C'est une affaire qui est très intéressante pour un journaliste parce que il y a là une information de grand public qui concerne absolument tous les consommateurs, puisque à peu près tout le monde en France achète de l'eau en bouteille. Et on a découvert effectivement que cette eau en bouteille était traitée de façon cachée par des grands groupes industriels, dont le groupe Nestlé, que le gouvernement était au courant et que cette information avait été soigneusement dissimulée au grand public. Ça a donné lieu d'ailleurs à l'ouverture d'une commission d'enquête au Sénat, là qui vient d'être installée, et d'une mission parlementaire aussi au Sénat. Donc toute cette affaire a eu des conséquences politiques et c'est vraiment une belle affaire quand on est journaliste parce qu'il y a là une alliance du pouvoir et de l'argent pour dissimuler une information qui intéresse absolument tout le monde. Et donc c'est le cœur du métier d'un journaliste d'investigation et de révéler ce genre d'informations, ce genre d'affaires. Justement, avant toute chose, qu'est-ce qui motive une enquête? Parce que là, pour le coup, dans cette enquête-là, Nestlé, à l'origine, il y a un lanceur d'alerte. Effectivement, ça peut être le point de départ d'une enquête, ça peut être plein de choses. Effectivement, dans l'affaire des eaux en bouteille, c'est une source qui me transmet et qui transmet aussi à un journaliste du Monde avec qui j'ai travaillé un document qui est donc le point de départ de cette enquête, dont ensuite il faut vérifier l'authenticité et qui va ensuite ouvrir la voie à une enquête qui permettra de découvrir tout un tas d'autres documents qui vont venir confirmer cette affaire. Ça peut être un document, ça peut être un témoignage, ça peut être parfois on part d'une hypothèse, d'un fait de société qui nous intrigue et puis on va chercher à vérifier cette hypothèse. Les points de départ d'une enquête sont à la fois très intéressants et très nombreux, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après ce point de départ en fait. C'est comme un fil qu'on va tirer et c'est ce qui est absolument exaltant dans le journalisme d'investigation, c'est qu'il y a toujours des portes à ouvrir et qu'on découvre sans cesse de nouvelles choses et que à la fin, quand on a une vue d'ensemble du tableau, parce que des fois c'est un peu compliqué, tout est embrouillé, c'est un peu comme une enquête policière, et puis il faut faire des liens entre les personnalités, entre les événements, vérifier les dates, et à la fin, quand on a une vue d'ensemble du tableau, on est content, on est fier, et oui, c'est vraiment un journalisme qui est exaltant, parce que plein de surprises en fait. Une enquête, c'est variable, mais cette enquête, par exemple celle-ci, ça a duré combien de temps? Tu travailles combien de temps dessus? C'est très variable l'investigation. De toute façon, c'est vrai que comme c'est un journalisme de précision, on va dire, et qui demande beaucoup de rigueur, ça demande toujours du temps. Mais c'est très variable. Ça peut être quelques jours, quelques semaines. En l'occurrence, là, pour cette affaire Nestlé, parce qu'il y avait énormément de choses à vérifier et parce que ça impliquait des hauts responsables politiques, ça a demandé... peut-être, je ne sais plus exactement, mais plusieurs mois de travail. Disons qu'on a commencé à travailler vers la Toussaint et on a publié
en janvier. Et voilà, on a travaillé plusieurs heures chaque jour. Donc oui, non, là, sur cette affaire-là, c'est des mois. Mais c'est pas toujours des mois. Mais en tout cas, oui, ça demande du temps. Et après, comme tu le disais, ce qui est intéressant, c'est comment l'enquête va vivre. Parce que il y a souvent, voilà, c'est pas, on fait une enquête, puis ensuite on ferme la porte, on passe à autre chose. Non, quand on fait une enquête, c'est une affaire, elle va avoir des répercussions, elle va vivre dans l'espace public, elle va vivre dans les autres médias. Et c'est d'ailleurs la force de France Info, parce que par exemple, une affaire comme l'affaire Nestlé, on va pouvoir continuer de la chroniquer. Il y a eu de nombreux rebondissements. Et c'est là que France Info, en tant que radio d'actualité et qui est aussi une radio très réactive, et ben c'est là qu'on est au rendez-vous. Et parfois, c'est pas forcément moi qui vais suivre l'affaire. Parfois, c'est ça qui est absolument magnifique, c'est quand une affaire vit en dehors du journaliste qui l'a sortie. Par exemple, on a appris cette semaine que Nestlé envisageait de se débarrasser d'une certaine manière de ses eaux minérales, de sa filière eau. En fait, voilà, il y a toute une procédure qui a été engagée par Nestlé. Et là, c'est la chroniqueuse économie Fanny Guinochet qui en a parlé. Et voilà, et voir son affaire vivre dans la bouche d'autres journalistes, être reprise par d'autres services, c'est aussi formidable en fait de voir cette affaire qui continue d'exister sans nous. J'ai dit à Amy, mais tu sais Amy, j'ai vraiment la sensation que tu es malade à cause de moi en fait. Je pense que c'est à cause de mon métier. Et je lui ai bien expliqué. J'ai vraiment été chercher beaucoup de documents autour de la fleur, de leur provenance, des traitements justement qui pouvaient être effectués sur ces fleurs, sur ces feuillages. Et là, en fait, mais très vite, le constat est consternant, quoi. Par contre, j'ai découvert aussi que notre gouvernement est quand même bien au courant de tout ça et qu'il laisse faire aussi tout ça. Donc on entend Laure Marivin qui a fait elle aussi le travail pour montrer la causalité entre la maladie de sa fille, sa mort et son métier de fleuriste parce qu'elle manipulait des fleurs qui contenaient des résidus de pesticides. Elle se confie à ton micro, elle livre son témoignage, c'est aussi j'imagine une marque de confiance. Qu'est-ce que elle attend ? C'est une affaire très particulière, très différente de l'affaire Nestlé, parce que là, on touche vraiment à l'humain. C'est une histoire extrêmement bouleversante. Donc, ce qu'elle attend, en fait, Laure Marivin, elle a mis des années à prendre conscience, en fait, du lien entre la maladie de sa fille et son métier de fleuriste. Et ce qu'elle veut, et elle travaille encore dans le secteur, dans le domaine, donc elle prend un risque en prenant la parole sur ce sujet, mais elle veut alerter sur ce sujet. Elle veut alerter tous les fleuristes, mais aussi les consommateurs qui achètent des fleurs. Elle veut mettre un coup de projecteur sur cette affaire, quitte ça lui demande un énorme investissement, c'est très difficile pour elle, ça remue énormément d'émotions. Il faut imaginer qu'elle a perdu sa fille. Et donc, c'est un travail tout à fait différent, avec beaucoup d'humanité nécessaire. Et c'est vrai que quand on arrive chez Laure Marivin, il y a effectivement une relation de confiance qui doit se nouer. Et il faut que la personne qui va se confier à vous, il faut pouvoir gagner sa confiance. Donc voilà, et ce qui est intéressant avec cette affaire, c'est qu'effectivement, il y a son témoignage et ensuite il y a toutes les informations qu'il faut vérifier. Quelle est la matérialité en fait de ce risque que prennent les fleuristes, et donc elle compte aussi, c'est un échange en fait. Elle témoigne, mais elle compte sur le journaliste pour aller faire grandir cette affaire. Et aujourd'hui d'ailleurs, elle a beaucoup d'interrogations sur son témoignage va déboucher sur quoi politiquement. Est-ce que des décisions vont être prises? Est-ce que des mesures vont être prises pour protéger les fleuristes? À ce jour, pour l'instant, rien n'a été fait et on est toujours en contact. C'est aussi ça, être journaliste d'investigation et journaliste, je pense, c'est aussi garder le contact avec les personnes qui témoignent et suivre leurs affaires, leurs dossiers. Et la confiance, elle se noue aussi là, parfois sur des mois, parfois sur des années. C'est une relation de confiance qui peut durer très longtemps et c'est une aventure humaine. Alors justement, tu peux avoir des informations qui te sont données anonymement. En fait, comment on fait pour faire le tri? Parce que de toute façon, tout ce que tu reçois, que ce soit des documents, que ce soit quelqu'un qui vient de te révéler quelque chose, évidemment, ça se vérifie. Quel est ce travail? Comment on fait? Alors oui, effectivement, ça peut être des personnes anonymes qui envoient un document, auquel cas il faut vérifier l'authenticité de ce document. Ça peut aussi arriver d'être contacté par des personnes qui ont envie de raconter quelque chose, mais qui ont tellement peur qu'elles ne vont pas vous contacter directement. Voilà, moi j'ai souvenir d'une personne qui m'avait contactée parce qu'elle voulait témoigner de quelque chose qui se passait dans son entreprise. Elle en avait parlé à son beau-frère, et c'est son beau-frère qui m'avait contactée en me disant voilà, j'ai telle information, mais cette personne ne veut pas vous parler. Et en fait, c'était impossible pour moi de raconter cette histoire sans
sans avoir accès à cette personne. Et ça a été un long travail, ça m'a pris plusieurs mois pour convaincre, d'abord pour réussir à rentrer en contact avec cette personne et ensuite réussir à la convaincre d'accepter de me parler. J'ai dû prendre un train, j'ai dû traverser la France pour aller le rencontrer et je suis repartie avec rien. Je suis rentrée chez moi avec rien parce que je n'avais pas réussi à le décider. Il avait quand même trop peur de me parler et ça a pris encore plusieurs semaines et puis voilà, de discussions. Et puis un jour, il m'a dit ok, c'est bon, je suis prêt, j'ai modifié sa voix et c'était une belle affaire. Et voilà, c'est un travail de long terme effectivement pour gagner la confiance. Donc tu as dit que tu avais modifié sa voix, donc justement il y a aussi toute la protection des sources. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que du coup ils viennent à toi vraiment, ils prennent un risque potentiel. Comment on fait justement pour les protéger? Alors ça peut être ça peut être par exemple modifier une voix, si c'est de la vidéo, on peut filmer même une autre personne. Et après, comment on fait pour protéger? Il faut vraiment, quand on écrit par exemple un article, il faut vraiment que rien ne puisse laisser deviner qui est la personne qui est à l'origine de cette information. Donc dans certaines affaires, moi ça m'est arrivé de faire relire plus de 10 fois certaines versions de mes articles en fait par mes sources pour vérifier d'abord que je disais pas de bêtises, mais aussi pour être bien sûr que ça ne permettait pas de les identifier. Et les sources en question m'ont fait modifier les papiers à plusieurs reprises en me disant non, ça me permet, non, ça c'est trop risqué pour moi, ça c'est trop risqué pour moi. Donc c'est un travail d'écrémage. Mais voilà, il y a un gros travail, effectivement, il y a l'enquête, mais il y a tout cet aspect de travail psychologique, tout cet aspect d'humanité, d'humain derrière le travail de journaliste d'investigation. La déclaration de Dublin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un manifeste en faveur de l'élevage publié en 2022 et signé par plus de 1200 experts en sciences animales. Un manifeste derrière lequel se cache en réalité une vaste opération de lobbying. Les experts en question ayant tous de forts conflits d'intérêts avec l'industrie de la viande. Dans cette affaire, il est question d'une industrie de poids, celle de la viande. Oui, il est aussi question du Parlement européen. On a cité pour l'affaire des eaux Nestlé. Est-ce que quand on est journaliste d'investigation, on peut subir des pressions? Est-ce que c'est dangereux? Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont des références à des films où le journaliste est pris en filature ou est mis dans des situations dangereuses. Est-ce que ça peut arriver? Alors dangereux, en France, le mot est peut-être un peu fort, mais oui, dans plein de pays du monde, dans bien des pays, des journalistes en fait prennent un risque pour leur vie. C'est vraiment quelque chose de très sérieux. Et oui, il y a des journalistes qui perdent la vie parce qu'ils ont fait leur métier et qu'ils ont publié des informations qui dérangent. En France, on ne risque pas notre vie en publiant des informations, et heureusement. Par contre, évidemment, il faut s'attendre à prendre des coups, parfois à devoir assumer ou à se retrouver avec une procédure judiciaire. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai beaucoup de confrères à qui c'est arrivé. C'est des procédures qui peuvent durer longtemps. Et puis, bien sûr, évidemment, il y a des tentatives d'intimidation, des tentatives pour décourager notre travail de journaliste, parfois un coup de fil, le cabinet d'un ministre qui vous appelle en vous disant, ou en vous demandant de changer une phrase. Et dans certains pays, il y a des journalistes qui sont victimes de meurtres. C'est quoi le propre justement du journalisme d'investigation? Parce que quand on révèle des affaires, on ne se substitue pas à la police, on ne se substitue pas à la justice, ni à des enquêteurs. Pourquoi dans une société c'est important d'avoir des journalistes d'investigation? Déjà, c'est important d'avoir des journalistes et déjà, c'est très important. La presse, c'est le quatrième pouvoir, c'est-à-dire que notre rôle de journaliste, c'est évidemment de documenter et de documenter des informations qui méritent d'être connues de tous, parce qu'elles sont d'intérêt général. Et puis, au-delà, finalement, de demander des comptes. C'est vrai qu'on n'est pas là pour jouer un rôle de justicier, mais en faisant ça, en mettant à la disposition de tous des informations de grand public, c'est aussi une façon de permettre au grand public de demander des comptes aux responsables politiques. Je parlais de Nestlé, je disais qu'il y avait une commission d'enquête qui était une commission d'enquête qui avait été installée par le Sénat. Donc c'est des sénateurs qui vont poser des questions, qui vont interroger les patrons de Nestlé, qui vont interroger les ministres qui étaient en place au moment où cette affaire se déroulait. Certains sont encore en poste aujourd'hui. Ça va être très intéressant. Ils vont devoir témoigner sous serment.
sincèrement, je pense qu'on voit là tout l'intérêt du journalisme d'investigation qui permet justement à ceux qui nous dirigent de rendre des comptes à ceux qui les élisent. Voilà, et on est des journalistes, mais on est aussi des citoyens. Voilà, moi j'aime dire qu'on est des journalistes citoyens, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et d'ailleurs, voilà, pour la commission d'enquête du Sénat, j'ai été auditionnée d'abord par la mission parlementaire qui a été déjà menée par une sénatrice. Là maintenant, c'est une commission d'enquête et je serai de nouveau, je pense, auditionnée et je collaborerai avec le sénateur qui a installé cette commission. S'il a besoin d'avoir accès à des documents, je lui transmettre des informations pour comprendre exactement les tenants et les aboutissants de cette affaire, je le ferai en tant que journaliste citoyenne. On va suivre ça de près. Merci beaucoup Marie, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus. Et si vous voulez aller un peu plus loin et découvrir ou redécouvrir les enquêtes, on vous mettra les liens dans la description pour retrouver sur franceinfo.fr toutes ces enquêtes.